Et vous parlez de ce qui est mon dada depuis de très nombreuses années, à savoir la structure, d'une part, des langages de programmation. Je suis l'auteur de 4 ou 5 compilateurs de langages de programmation, et également des mathématiques, puisque je suis mathématicien, j'enseigne les mathématiques pour la 37e année cette année, bientôt la retraite. Et en fait, il y a énormément de points communs entre les langages de programmation et le langage des mathématiques. Alors, je vais vous parler d'un... je suppose qu'il faut appuyer là-dessus, oui, voilà. Je vais vous parler d'un sujet qui est un de mes dadas, c'est ce que j'appelle le behaviorisme, on pourrait dire le comportementalisme, si on veut. C'est une attitude, j'ai mis philosophie entre parenthèses, parce que j'aime pas beaucoup le mot philosophie, il est un petit peu galvaudé, mais c'est l'attitude qui consiste à définir les concepts par leur comportement plutôt que par une construction. Et c'est une attitude que les scientifiques doivent adopter dans beaucoup de situations. Alors c'est une attitude qui est d'abord essentielle dans la vie courante. Si vous voulez acheter une voiture, eh bien vous allez vous interroger sur ses performances, sur si elle tient la route, si elle est confortable, si elle est silencieuse, ce qu'elle consomme, etc. Vous n'allez pas vous inquiéter tellement du fait que les soupapes sont faites avec tel métal ou que les cylindres sont en métal ou en céramique ou je ne sais quoi. Ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est le comportement de la voiture, parce que c'est ça qui est important. Donc c'est une philosophie, en fait, qui n'est pas seulement réservée aux sciences, c'est une philosophie de la vie courante. C'est essentiel aussi en informatique, parce que si vous êtes, par exemple, chef d'une entreprise et que vous avez besoin d'un logiciel spécifique pour faire une chose spécifique, vous allez demander à votre équipe de programmeurs maison ou à une SS2I de faire un logiciel qui fait telle et telle chose, et non pas un logiciel qui est fait de telle et telle manière. Donc encore une fois, c'est un aspect du behaviorisme, c'est le comportement de la chose qui compte, pas la façon dont elle est faite. Et puis c'est essentiel en mathématiques, et en mathématiques, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, parce qu'on peut estimer par exemple que la méthode axiomatique, c'est une forme de behaviorisme. Par exemple, prenons la théorie des groupes. Avant qu'on ne dégage la notion de groupe, on avait déjà les groupes de transformation, par exemple, et le fait de dégager axiomatiquement la notion de groupe, c'est introduire le behaviorisme dans les groupes, en fait. Et puis, le behaviorisme est apparu d'une façon extrêmement précise en mathématiques en 1945 avec la théorie des catégories, parce qu'en théorie des catégories, il y a une chose qui est tout à fait essentielle, c'est la notion de problème universel. C'est un concept qui permet de définir les objets mathématiques, un objet mathématique dans une catégorie, par son comportement global par rapport à tous les autres objets de la même catégorie, et ça, c'est vraiment une affaire de comportement, c'est encore du behaviorisme. On va voir un exemple tout à l'heure avec le produit. Donc, voilà, l'essentiel de la philosophie de ce que je veux raconter, c'est ça, c'est le behaviorisme. Alors justement, j'ai parlé de produit. Alors, le produit, ici, imaginez produit cartésien de deux ensembles. Classiquement, en théorie des ensembles, c'est l'ensemble des couples XY, tels que X soit dans grand X, petit Y soit dans grand Y. Hein, ça, c'est la définition ensembliste. Et en théorie des catégories, on définit une notion plus générale qu'on appelle produit, on ne l'appelle plus cartésien, on l'appelle produit. De la manière suivante, on a deux objets X et Y. Alors vous pouvez imaginer, si vous êtes programmeur, vous pouvez par exemple imaginer que X et Y, c'est des types de données. Hein, et on va définir un nouvel objet qu'on note X croix Y, qu'on appelle le produit de X et Y. Alors, ici, vous voyez, ce qui est important dans la notion catégorique, c'est que ces choses-là, X et Y, ça peut être des ensembles, ça peut être des types de données, mais ça peut être n'importe quoi, en fait. Donc, en particulier, il n'y a pas de notion d'élément. Hein, on n'a pas d'éléments dans ces choses-là. Ce qui importe, c'est le comportement. On ne regarde pas à l'intérieur. Hein, on regarde comment ça se comporte par rapport aux autres objets, et en particulier par rapport à un objet quelconque, Z, qui se trouve ici. Alors, ce qu'on va dire, c'est la chose suivante. D'abord, ce que l'on veut, c'est quand on a une... Alors, prenons par exemple l'exemple de la programmation, type de données. Hein. On a une donnée qui est d'un certain type X croix Y, eh bien, on imagine que cette donnée, c'est une sorte de couple, évidemment, et on veut extraire. L'intérêt d'avoir une donnée comme ça, c'est évidemment, si on veut pouvoir l'utiliser, il faut bien pouvoir extraire ce qu'il y a dedans. Et on extrait ce qu'il y a dedans avec les deux opérations P et Q, qui sont, qu'on appelle en mathématiques les projections canoniques. Et la propriété universelle, celle qui définit vraiment le comportement, ça consiste à dire que si vous prenez un objet Z absolument quelconque, et si vous prenez des flèches F et G
qui vont de z vers x et de z vers y, alors il existe une unique flèche qu'on note de cette façon-là, qui rend le diagramme commutatif, c'est-à-dire que quand on compose ces opérations, on obtient celle-là, et quand on compose ces opérations, on obtient celle-là. Alors, j'ai pris un exemple en langage C. L'avantage du langage C, c'est que tout le monde le connaît à peu près. Donc voici ici l'équivalent en langage C de ce que je viens de montrer. Hein, vous avez deux types de données x et y. On fait un nouveau type qui va jouer le rôle de x croix y. Eh bien, c'est simplement une structure à deux champs. Et les noms des champs, c'est précisément les noms des projections, parce que quand vous allez prendre une donnée de type x croix y, hein, de type S, enfin de type de cette structure-là, comment est-ce que vous extrayez la première composante? Eh bien, vous prenez votre donnée point P. C'est-à-dire, en fait, vous appliquez la fonction P à cette donnée-là pour obtenir... Voilà. Et le programme FG lui-même, et quand vous l'appliquez à un Z, eh bien, ça consiste à remplir les deux champs avec les valeurs f de x et g de x. Donc, en fait, cette définition catégorique du produit, elle ne vous dit pas comment le produit est fait, mais elle vous dit comment l'utiliser. Quels sont les programmes fondamentaux? Les programmes fondamentaux, c'est d'extraire les données et de construire les données. Il y a en fait destructeurs et constructeurs ici qui permettent de... Et en tirer des catégories, on prouve, c'est très simple à prouver d'ailleurs, que ce genre de définition, par un problème universel, même si ça ne permet pas de construire l'objet, ça ne montre pas que l'objet existe, ça permet quand même de... c'est fait de telle façon, si vous voulez, que si vous en construisez deux, eh bien ces deux objets sont équivalents dans un sens très précis que je ne vais pas préciser ici parce que je n'ai pas le temps de le faire. Alors, il y a une chose... donc ça, c'est quelque chose qui est bien compris par les programmeurs. La notion de structure, dans tous les langages, vous trouverez des structures. Mais en théorie des catégories, on a une chose merveilleuse qui s'appelle la dualité catégorique. C'est-à-dire que vous avez n'importe quel problème catégorique, vous mettez les flèches en sens inverse, vous avez un autre problème catégorique, problème dual. Et regardez bien comment est la figure ici. Eh bien, la voilà en sens inverse. D'accord ? C'est-à-dire que c'est la même figure, mais cette fois-ci avec les flèches dans l'autre sens. Donc en principe, c'est exactement aussi simple que la figure précédente, ça ne devrait pas être plus compliqué. Et pourtant, bizarrement, il se trouve que la notion de type somme, par exemple, dans le langage de programmation, c'est beaucoup moins bien compris que la notion de type produit, comme celle que j'ai montrée tout à l'heure. Il y a une bonne raison pour cela. La raison, c'est que notre intuition est ensembliste, si vous voulez, et que la catégorie des ensembles est une catégorie qui est profondément asymétrique. Quand vous regardez la catégorie opposée à la catégorie des ensembles, vous avez une catégorie qui a des propriétés complètement différentes. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, tant qu'on ne fait pas de catégorie, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas au courant de cette dualité qui consiste, encore une fois, c'est une chose très simple, à renverser le sens des flèches, eh bien on peut comprendre un aspect du problème et pas forcément comprendre l'aspect dual. Bon, eh bien dualement, cette fois-ci, reprenons l'exemple type de données, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est beaucoup plus général, évidemment. Prenons deux types de données x et y, on a un type de données qu'on va noter x plus y. Cette fois-ci, il n'y a non plus des projections, mais des injections canoniques. Ça veut dire intuitivement que les données qui sont là-dedans, soit elles proviennent de là-haut via i, soit elles proviennent d'en bas via j. Si maintenant j'exprime mon problème universel, je vais dire que si j'ai deux flèches f et g qui vont respectivement de x vers z et de y vers z, eh bien j'aurai une unique flèche qu'on va noter de cette façon-là, qui rend le diagramme commutatif. Et si vous regardez bien du point de vue programmation, qu'est-ce que c'est que cette flèche ici fg? Eh bien c'est exactement le prototype de la conditionnelle. Hein, parce que qu'est-ce que ça fait, ce programme-là qui est là? Ça prend une donnée qui est de ce type-là. Si la donnée provient de là, eh bien on applique f. Si elle provient de là, on applique g. Donc il y a un si premier cas, si deuxième cas. C'est exactement la conditionnelle. Donc les conditionnels, c'est pas ce qu'on appelle en informatique, par exemple, les structures de contrôle, c'est pas un truc tombé du ciel, c'est structurellement lié au type somme. De même que les projections sont structurellement liées au type produit. D'accord? Alors je vais donner... bon, ici vous avez un exemple dans un langage que vous connaissez sans doute pas, qui est l'exemple similaire. Donc ici vous avez le type S, S comme somme, hein. Qu'est-ce que ça dit, cette définition? Ça dit qu'une donnée de type S, c'est soit de la forme I de quelque chose qui est dans X, soit de la forme J de quelque chose qui est dans Y. Le langage en question, c'est le langage Anubis, c'est un langage que j'ai créé il y a une dizaine d'années, et qui est très peu utilisé, mais un petit peu utilisé dans l'industrie quand même. C'est un langage fonctionnel. Et voici, toujours dans le même langage, l'écriture du programme FG. Hein. Si S est de cette forme-là, alors f de x, de cette forme-là, alors g de y, avec ici des variables que j'appelle résurgentes, qui sont déclarées à cet endroit-là. Bon, en plus de ces deux problèmes, somme et produit, il y a un troisième problème qui est classique en théorie des catégories, c'est ce qu'on appelle l'exponentielle.
Alors là, je vais peut-être passer très vite là-dessus, parce que d'abord, c'est extrêmement technique, un peu difficile à comprendre. Quand on essaye de raconter ça aux étudiants, on met un certain temps avant de faire comprendre ces choses-là. Donc, bon, essentiellement, du point de vue informatique, ça veut dire qu'on introduit, par ce problème universel, on introduit les types fonctionnels. Oui, le type qui est introduit ici, c'est le type des fonctions de x vers y, et la flèche qui est là, c'est l'évaluateur. Ça prend une fonction de x vers y et un élément de x, et ça renvoie un élément de y. Et il y a une façon de dire ce problème universel qui va parfaitement déterminer l'objet y puissance x sans pour autant le construire. Donc par exemple ici, toujours dans le langage Anubis, voilà comment on note un type fonctionnel, et puis comment on note une fonction. La flèche qui est là, en fait, c'est la façon d'écrire le lambda qui est ici. Alors juste une petite remarque, le lambda xfz, qui est exactement cette écriture-là, eh bien, c'est en fait, du point de vue implémentation, c'est quelque chose qui contient manifestement f et z. L'écriture contient f et z. Donc en fait, une fonction dans un bon langage, dans un vrai bon langage fonctionnel, c'est quelque chose qui contient pas seulement du code, f c'est le code, f c'est le code, mais qui contient aussi quelque chose qui se trouve dans z et que j'appelle le micro-contexte. C'est en fait, si vous voulez, les valeurs qu'avaient les variables qui étaient libres dans l'expression de la fonction, ici, vous voyez, au moment où la fonction est créée. Et ça, c'est un truc que les concepteurs de langage fonctionnel, depuis le début des années 60, avec les premiers Lisp, ont mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi il fallait faire ce qu'on appelle des fermetures. Tant qu'on ne fait pas de fermeture, on a des langages qui font ce qu'on appelle des captures de variables, et c'est une erreur extrêmement grave et très difficile à débugger. La théorie des catégories nous donne une explication extrêmement lumineuse, à condition qu'on soit capable de comprendre ça, ce qui prend un certain temps, sur ces choses-là. Eh bien, les trois problèmes universels dont je viens de parler, ça constitue l'essence de ce qu'on appelle les langages fonctionnels. Dans les langages fonctionnels, essentiellement, vous avez trois façons de construire des types somme, des types produits et des types puissance, c'est-à-dire des types fonctionnels. Vous avez des programmes primitifs qui sont les flèches qui viennent de ces problèmes universels. Donc vous avez les inclusions canoniques pour les sommes, les projections canoniques pour les produits et l'évaluateur pour les types fonctionnels. Ensuite, vous avez une méthode pour construire des données dans les produits, une méthode pour détruire les données dans les sommes, c'est-à-dire ce sont les conditionnels des langages de programmation, et puis vous avez ce qu'il faut pour construire des fonctions. Voilà. Eh bien, c'est exactement le langage des catégories bicartésiennes fermées. C'est-à-dire qu'en fait, les langages fonctionnels, ce sont essentiellement des réalisations d'un concept mathématique relativement simple, qu'on appelle les catégories bicartésiennes fermées, c'est-à-dire les catégories dans lesquelles les trois problèmes évoqués précédemment ont une solution. Alors, ça modélise très proprement les langages fonctionnels, et on aimerait aller plus loin. Alors, aller plus loin avec plusieurs... Bon, je vais pas développer tous ces... Je vais développer juste certains points, évidemment, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, et puis parce que c'est aussi extrêmement technique. Les types dépendants, c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup dans le langage de programmation. La plupart des langages n'ont pas de type dépendant, et pourtant on en a besoin tout le temps. C'est-à-dire que dans la plupart des langages, on va simuler les types dépendants par des bricolages. Généralement, c'est ça qui se passe. Il y a des langages dans lesquels il y a des types dépendants, comme par exemple le langage Coq. Mais le langage Coq, c'est un langage extrêmement sophistiqué dans lequel on fait des preuves mathématiques et qui est extrêmement peu utilisé. Mais du point de vue conceptuel, c'est quelque chose de relativement simple. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que, par exemple, qu'un produit dépendant, une donnée dans un produit dépendant? C'est-à-dire que c'est un couple, mais il se trouve que le type du deuxième composant du couple dépend de la valeur du premier. Je vais vous donner un exemple tout à fait de la vie courante. Vous prenez un fichier JPEG. Le contenu d'un fichier JPEG, c'est une paire dépendante. Pourquoi? Parce que ça commence par une indication qui vous dit si c'est un JPEG 8 bits ou un JPEG 12 bits. Autrement dit, il y a un premier champ qui dit si c'est 8 ou 12 bits. Et puis vous avez ce qui suit, c'est le codage d'une image en 8 bits s'il y avait écrit 8 bits, et c'est le codage d'une image en 12 bits s'il y avait écrit 12 bits. Donc c'est manifestement, le deuxième composant a un type qui dépend de la valeur du premier. Donc c'est typiquement une paire dépendante. Et en mathématiques, il y a des paires dépendantes partout aussi. Donc c'est un concept très important qu'il faut arriver à intégrer dans le langage de programmation, ce qui est extrêmement peu fait aujourd'hui. Les contraintes logiques, eh bien les contraintes logiques, vous avez
vous avez un langage quelconque, typé, avec des types de données. Alors, les types de données, dans les années 50, avec les premiers langages de programme... 5 minutes. Dans les années 50, avec les premiers langages de programmation, on avait peu de typage. On s'est aperçu vers les années 70 que le typage était très important. Quand un programme est bien typé, on élimine au moins la moitié des fautes, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est-à-dire que, généralement, on s'aperçoit quand on programme qu'on définit des types de données dans lesquels on a trop de données. C'est-à-dire que certaines de ces données sont en fait invalides pour ce qu'on veut faire avec. Donc on aimerait pouvoir délimiter une partie d'un type et ne manipuler que les données qui sont dans une partie d'un type. Eh bien, c'est ce qu'on réalise de manière plus ou moins bancale, je trouve, dans certains langages. Par exemple, quand on met des préconditions et des post-conditions, hein, parce qu'on va dire, voilà, on rentre une certaine donnée, mais elle doit satisfaire une certaine condition. Et puis, la donnée qui ressort doit aussi satisfaire une certaine condition. Mais ces conditions-là, généralement, elles ne sont testées qu'à l'exécution du programme. Et généralement, quand on fait des tests comme ça, de ce genre-là à l'exécution du programme, je considère que c'est un aveu d'échec, parce qu'on aurait dû prouver, avant de lancer le programme, que effectivement, ce genre de choses ne pouvait pas arriver. Si ça arrive pendant l'exécution, c'est trop tard, on est en plein ciel, et puis voilà, il y a un truc qui ne va plus, il aurait mieux valu le prouver avant. Bon. Donc en fait, il faut aller beaucoup plus loin. Si on veut vraiment faire des programmes sûrs et prouver les choses, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire des mathématiques. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Donc on va aller progressivement faire des langages dans lesquels on intègre les preuves. Ça existe déjà. Je donne un exemple. Il y a un langage qui a été développé chez Alstom qui s'appelle le langage B. B comme Bourbaki d'ailleurs. C'est assez amusant. Et ce langage est utilisé donc, par exemple, dans le métro ligne 14 a été entièrement programmé en langage B et tous les automates de ce programme sont prouvés et toutes les preuves sont vérifiées par le compilateur du B. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de bug sur ce programme-là. Donc, l'introduction non seulement des preuves dans les langages, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement avoir des expressions dans les langages de programmation qui permettent de produire du code, il faut aussi des expressions qui permettent d'exprimer des propriétés et des expressions qui permettent de prouver ces propriétés, et donc des preuves, des démonstrations. Et fort heureusement, il y a un phénomène logique tout à fait remarquable, c'est qu'on sait bien évidemment que résoudre des problèmes, c'est-à-dire trouver un algorithme qui va prendre un problème et donner une solution, ça c'est utopique. Hein. Il y a un théorème de Gödel qui permet de montrer qu'effectivement c'est des choses utopiques. Par contre, si on a un énoncé et si on a un texte qui prétend être une démonstration de cet énoncé, la vérification du fait que ce texte est vraiment une démonstration de l'énoncé, non seulement c'est algorithmique, mais en plus c'est linéaire dans la taille du texte. Donc ça veut dire qu'il est parfaitement possible de vérifier mécaniquement qu'effectivement une démonstration est bien une démonstration. C'est pas un scoop, c'est écrit dans Bourbaki, dans l'un de ses premiers volumes, mais en principe, la vérification des démonstrations est quelque chose de complètement mécanique. Eh bien, on arrive, de nos jours, à réaliser un peu ce souhait de Bourbaki, qu'effectivement... Et puis, une autre chose, c'est la programmation via les preuves. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait une démonstration, on fait une sorte de programme. Beaucoup de gens appellent ça l'isomorphisme de Curie-Howard, mais en fait, l'idée remonte à beaucoup plus loin que ça, aux années 30. Et je vais dire 2 mots là-dessus. Alors... Ce qui m'inspire pour essayer de réaliser des langages de programmation et des compilateurs, c'est, bon, vous avez vu tout à l'heure pour le langage Anubis, c'était les catégories bicartésiennes fermées. Maintenant, c'est la théorie des topos, qui est une théorie, un topo, c'est une catégorie qui est bicartésienne fermée, mais avec d'autres propriétés, des propriétés plus intéressantes. Et là, il y a encore un problème universel, c'est un problème universel qui définit l'objet qui est là, qui est l'objet des valeurs de vérité. Un terme, une flèche comme ça, c'est un énoncé en fait. Alors il ne s'agit pas évidemment des booléens, il s'agit des valeurs qu'ont les énoncés mathématiques, ce n'est pas des booléens, c'est évidemment quelque chose de beaucoup plus subtil. En fait, les énoncés, ça ne se calcule pas, donc si vous voulez, quand on implémente ce type oméga, eh bien on l'implémente sur 0 bit, tout simplement parce qu'on va renoncer à calculer la valeur d'un énoncé. Mais éventuellement, ça peut se prouver. Alors, quand on a introduit oméga, on peut introduire également le type des parties d'un type.
Alors ça, c'est une chose extrêmement peu utilisée dans les langages de programmation, mais c'est dommage, parce que la théorie des topos nous apprend que le type des parties d'un type, P de x, c'est un objet plus expressif encore que les exponentielles de tout à l'heure, y puissance x, c'est-à-dire que les types fonctionnels. Hein, ça remplace les types fonctionnels. On peut reconstruire les types fonctionnels à partir de ces choses-là. Donc en fait, ici, vous voyez, vous avez quelque chose d'analogue à l'écriture d'une fonction. Ce n'est pas une fonction, c'est l'écriture d'un sous-ensemble. L'ensemble des x dans x tel qu'une certaine chose. Mais ça ressemble tout à fait à une fonction. De même que les éléments d'oméga ne se calculent pas, les données de type P de x ne se calculent pas. Donc encore une fois, il y a une implémentation sur 0 bit. Ça trouble évidemment beaucoup les informaticiens, mais enfin, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Alors, une chose extrêmement importante qui est liée à tous ces concepts-là, c'est ce qui s'appelle l'opérateur de description. Alors ça, c'est un mécanisme qui en mathématiques est bien connu. Quand vous démontrez un énoncé de cette forme-là, il existe un unique x dans x tel que E, eh bien vous avez en fait caractérisé parfaitement un objet mathématique, et donc vous pouvez le sortir. Alors bon, puisque je n'ai plus de temps, j'avais préparé voilà, quelques petites explications pour expliquer pourquoi cet opérateur de description est constructif, mais écoutez, s'il y a des questions, vous me les poserez après. Voilà, et pour faire le pendant avec les langages fonctionnels, eh bien ici je vous ai mis l'essence de la programmation que j'appelle ensembliste. À la place des fonctions, on a des ensembles. Et on n'a pas de type fonctionnel, on a des types sum et des types produits, on n'a pas de type fonctionnel, mais on a des ensembles qui ne sont pas des types mais des données, parce que les ensembles sont des données de type P de x, et on peut en fait refaire toute la programmation fonctionnelle, non pas avec des types fonctionnels, mais avec des ensembles fonctionnels, ce qui est beaucoup plus souple, et ce qui donne des résultats beaucoup plus intéressants. Alors voilà, j'en suis à la conclusion. Donc, avoir un compilateur qui vérifie les démonstrations apporte sûreté et performance, donc c'est certainement une notion d'avenir. Le langage des mathématiques, c'est le plus ancien langage de programmation. Pourquoi? Parce qu'une fraction des mathématiques est ce qu'on appelle les mathématiques constructives, et quand on fait des mathématiques constructives, en fait, on programme, et un compilateur peut facilement déterminer si une démonstration est constructive ou ne l'est pas. Et puis enfin, eh bien, le langage des mathématiques, c'est certainement le langage de programmation de l'avenir, parce qu'il faut que les programmes soient prouvés. La façon d'éradiquer les bugs, il n'y a pas d'autre manière que de les prouver.